Pas comme Thielman, je ne suis pas historien, je suis exégète. Dans ce programme pour Blast, j'enquête sur ce sphinx qu'on appelle parfois la France. Cette enquête ne prétend pas plus à l'exhaustivité qu'à l'objectivité. Elle est simplement la recherche d'une clé pour tenter de sortir de notre labyrinthe de malheur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui relève de l'entrevue, le format entrevue de notre podcast Qui relève du document. Et nous accueillons aujourd'hui donc dans le cadre du NIF, du Neuchâtel International Fantastic Film Festival, pas comme Thielman. Bonjour. Bonjour. Donc tu es venu aujourd'hui faire une masterclass sur David Lynch. Masterclass, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Je crois que c'est ça. Ça sera une un-masterclass, parce que moi je maîtrise rien. Donc je vais rapidement te présenter. Donc, nous sommes aujourd'hui donc dans la ville de Neuchâtel, ville dans laquelle a vécu en partie Jean-Jacques Rousseau, qui est un auteur qui t'est cher. Ah oui, très. On l'a appris il y a peu dans un épisode de L'Empire n'a jamais pris fin. Oui, il y a eu un épisode sur Rousseau. C'était l'épisode 5 de la saison 2. Le rêve de Rousseau. Ça, c'est le vrai titre. Mais le titre de la vignette, c'est Rousseau, la révolution arrive malgré le complot de Voltaire. Non, mais les titres YouTube doivent toujours être un peu plus tapageurs. Le rêve de Rousseau, ils m'ont dit tout de suite, Mathias, Veillès et les autres, ça, c'est pas vendeur. C'est pas des rapias, hein, ils sont pas juste greedy, hein, c'est juste que bon, on joue avec l'algorithme quand même. Donc, voilà. Ça faisait pas rêver le rêve de Rousseau. Voilà, pourtant. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es pas comme Thielman, tu n'es ni historien ni critique du cinéma, tu es exégète et tu aimes écrire sur et parler de David Lynch, de Jacques Rivette, de Jean-Pierre Mocky et d'Histoire de France. Oui. Donc le 24 décembre 2021, j'ai vérifié, sort chez Blast le premier épisode de ton émission Infernet qui raconte des faits divers ayant comme matrice Internet pour en dévoiler les plus sombres aspects et dessiner en toile de fond comment cette technologie a transformé nos vies. S'en suivront, toujours pour Blast, la fin du film dans laquelle tu parles de cinéma et l'Empire n'a jamais pris fin, une émission où tu construis ce que tu appelles une exégèse de la France. Pas comme Thielman, tu t'intéresses au réel, tu écris sur lui et à partir de lui, tu aimes le cinéma et ses formes et c'est pourquoi il nous fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans cette rencontre qui relèvera de l'entrevue. Eh ben, je suis ravi de tenter cette expérience d'une rencontre qui relève de l'entrevue. Oui, c'est le petit jeu de mots de notre podcast. Qu'est-ce qu'un document finalement ? Qu'est-ce qu'un document ? Et c'est une question que vous me posez aussi ? On peut te poser la question, mais c'est une question qu'on se pose nous. Ah oui, je comprends. Peut-être qu'on va te la poser à travers des exemples un peu plus précis de ce que tu fais. Oui. Comme ça, tu n'as pas à répondre à une question peut-être irrépondable. Oui, d'ordre général, définition impossible, quoi. Peut-être pour commencer, on pourrait aller simplement dans la définition de ce que tu considères comme un exégète, parce que j'avoue que je n'avais jamais entendu ce mot avant de t'entendre le prononcer. Et donc, je ne savais pas ce que c'était. Je suis allée voir sur Wikipédia, mais... Oh ben je me le suis bien réapproprié, ce titre. Hein. C'était quand même avant tout pour rire. Hein. Mais il y a un peu de sérieux là-dedans, quoi. Sinon, ce serait pas drôle si c'était pas sérieux. Depuis mon premier livre, hein, je dis que je fais de l'exégèse. Parce que mon premier livre, ça aurait pu apparaître comme de la critique rock, mais c'était pas juste. Je veux dire, la critique rock aussi, elle a ses règles, elle a son genre, elle a ses grands noms, elle a ses styles. Et le premier livre que j'avais écrit était autour du mythe de la mort de Paul McCartney. La légende urbaine. J'avais 25 ans, quelque chose comme ça, 26 ans. Et dedans, en fait, à la fois, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui faisait la légende urbaine du mythe de la mort de Paul McCartney, rapidement pour vos auditeurs. En gros, Paul McCartney est encore vivant aux dernières nouvelles, mais il se trouvait qu'en 1969, aux États-Unis, à partir de l'université de Détroit, un fanzine puis une émission de radio avait lancé l'idée que Paul McCartney était mort et avait été remplacé par un sosie. Et que c'était en fait indiqué par des indices placés dans les pochettes des disques des Beatles et à travers les paroles des chansons et des fois à travers même simplement des instruments qui racontaient une histoire, quoi.
Et c'est allé tellement loin, le monde entier a cru à cette légende urbaine, le Times a fait sa couverture dessus, et Paul McCartney avait dû présenter ses empreintes digitales à la Scotland Yard, avec à côté ses anciennes cartes d'identité, enfin ses anciens passeports, pour montrer qu'il était bien lui-même, quoi. C'est dire quand même la force qu'avait eu, mais momentanément, hein, c'est-à-dire que à partir de 1970-1971, il reste plus beaucoup de gens qui croient au mythe de la mort de Paul McCartney, quoi. Mais pendant un an, ça a été une grande histoire, quoi. Alors pourquoi ça m'avait passionné? Parce que moi-même j'y avais cru. C'était une prof d'anglais, une remplaçante, une jeune femme américaine, remplaçante de prof d'anglais quand j'avais, je sais plus, 13 ans ou 14 ans, je sais plus quoi, vous voyez que j'étais trop fan des Beatles et qui, à la fin d'un cours, m'a dit, mais t'es au courant quand même qu'ils ont tué Paul? Bon, pendant une semaine, j'ai cru. Et donc, j'avais envie de comprendre qu'est-ce qui faisait le fonctionnement de ça. Et puis, en partant de ça, je suis parti progressivement aussi dans l'analyse des paroles des chansons des Beatles, comment on pouvait les comprendre, qu'est-ce que poétiquement les Beatles avaient apporté, qu'est-ce que ça racontait. Et quand on m'a demandé de définir ce que je faisais, je disais je fais l'exégèse des chansons des Beatles. Et donc j'ai commencé comme ça à utiliser ce terme-là pour pouvoir m'excuser du fait que j'étais pas un vrai critique rock. Et quand j'ai écrit sur le cinéma, j'ai pas vraiment fait de critique de cinéma, quoi. Et quand j'ai écrit quand j'ai écrit sur les faits divers numériques, j'ai pas vraiment fait du journalisme. Et quand je parle d'histoire de France, je fais pas de l'histoire non plus. Donc, pour prévenir, c'est la seule émission où, enfin, c'est la première fois c'est un truc qu'on a fait sur les émissions. En fait, en gros, pour dire aux gens, écoutez, vous n'entendez pas la parole d'un historien, parce que c'est un domaine suffisamment compliqué, piégeux, pour ne pas faire semblant de quelque chose que c'est pas. Bon, ça suffisait pas, hein, les gens gueulaient quand même en disant il fait pas de l'histoire. Non, oui, mais ça suffit pas de le dire. Faut juste qu'il n'en fasse pas du tout. Bon, mais ça, c'est pas possible. Bon, c'est comme ça. J'ai décidé de commencer à faire ce truc-là. Je continuerai à faire ce truc qui serait une exégèse de l'histoire de France. Pourquoi exégèse? Parce que l'exégèse, normalement, c'est l'interprétation des textes sacrés. On dit une exégèse de la Bible, du Coran. On ne dit pas normalement l'exégèse des paroles des chansons des Beatles. On ne dit pas une exégèse de Twin Peaks. Mais on ne dit pas non plus une exégèse de l'histoire de France. Mais pour moi, tout ça, c'est sacré. À partir du moment où on l'étudie en dehors des intentions conscientes des protagonistes et par rapport à des forces qui les dépassent et dont ils sont traversés, à partir du moment où on pense par exemple qu'une œuvre d'art est inspirée, il suffit qu'on dise c'est inspiré, à ce moment-là, on lui accorde une puissance spirituelle qui relève de l'exégèse. Il ne s'agit pas de dire que c'est le Dieu chrétien ou pour Lynch une divinité bouddhiste qui parle. Non, c'est une inspiration. Une inspiration, c'est quelque chose qui passe par lui, qui le traverse, qu'il fait pas uniquement en conscience de ce qu'il fait, mais en laissant beaucoup de choses aussi traverser. Et donc, l'interprétation à ce moment-là peut être très libre. Elle peut se permettre des hypothèses très personnelles. Et donc, voilà, en gros, pourquoi je fais ça. C'est vrai que même le terme hommage aussi, quand on fait, quand on fait un hommage à quelque chose, c'est qu'il y a aussi on ne fait pas un hommage à n'importe quoi. Donc, il y a aussi de rendre compte tout à fait. Du fait que ça t'a traversé. Oui. Alors, c'est pas un hommage à l'histoire de France, on l'a compris. Ça, non. Il y a quand même... Voilà. Dans notre podcast, nous, on aime explorer justement qu'est-ce que c'est le réel, qu'est-ce que c'est la fiction, comment rendre compte du réel, quelles sont les difficultés aussi que l'on rencontre quand c'est cet exercice-là qu'on veut faire. Et l'Empire n'a jamais pris fin, ou Infernet, ou même la fin du film, d'une certaine façon, tu crées toujours un lien avec un réel que tu viens réarranger toi-même. Et nous, on aimerait bien explorer comment toi, tu entretiens ce rapport avec cet objet qui est d'abord la réalité, qui est un objet physique, objectif, et comment toi, tu viens le présenter, le réarranger. Est-ce que tu as un processus spécifique? Est-ce que tu te dis, une méthodologie pour toujours avoir ce rapport-là qui reste à entretenir? Oui, ce serait faux de dire que c'est une opération entièrement consciente. J'y vais un peu à l'intuition. Donc, mais à force d'en faire,
il y a des récurrences. Disons qu'il y a des sortes de méthodologies un peu par pratique, quoi, par habitude, les habitudes de traitement. Il s'est trouvé que, à mesure que je faisais, par exemple, mettons que j'écrivais sur des films ou que j'écrivais sur des écrivains même, je m'intéressais à ce qui concernait des faits réels à travers leur fiction. Ça m'a toujours intéressé. Par exemple, ça m'a intéressé, j'avais écrit dans Cinema Hermetica, qui était un livre sur le cinéma, une exégèse de Chinatown, mais ça m'a intéressé énormément, évidemment, de voir à quoi ça correspondait dans l'histoire de Los Angeles et de le détournement des eaux par le maire et par le grand constructeur, quoi, William Mulholland, là, qui ont fait un détournement d'une violence folle, quoi, assécher les terres d'une autre région pour pouvoir nourrir celle de Los Angeles. Donc Los Angeles comme ville qui normalement aurait dû être un désert et qui est devenue finalement une ville, la ville du cinéma, mais qui est une ville construite artificiellement, comme d'une autre façon Las Vegas. Alors Las Vegas, comme Los Angeles, tous les deux ont aussi leur place dans l'univers de Lynch. Mais pour moi, c'est pas pour rien. Toutes ces fictions qui sont des fictions qui sont pleinement imaginatives ont aussi des relations avec des événements historiques qui sont peut-être de l'ordre des événements dont on ne veut pas parler. Dont on ne peut pas parler ou dont on ne veut pas parler. Et ça a atteint son acmé dans la saison 3 avec les essais nucléaires dans le Nevada. Là, Lynch s'autorise, se permet de montrer l'immontrable, quoi, une explosion atomique dans le désert du Nouveau-Mexique, et en faire une espèce de date d'apparition sur Terre, une nouvelle forme de divinité du mal, quoi, et en faire la date de naissance de Twin Peaks. Sachant que ces essais nucléaires, une photo de ces essais était déjà présent dans la chambre d'Henry Spencer dans Eraserhead, donc dans son premier film. On peut dire que là, il boucle une boucle en plus d'inspiration, et il met tout son cinéma dans un cadre qui est un cadre de réflexion ou de réaction vis-à-vis de l'apparition de l'arme atomique. C'est évidemment plus de la critique de cinéma. Quand on commence à aller dans ce terrain-là, on sort du terrain de la critique de cinéma. Mais c'est ce terrain-là qui m'intéresse. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant quand j'ai regardé les épisodes j'ai d'abord regardé L'Empire n'a jamais pris fin, puis ensuite ce que tu as fait sur le cinéma. Et en fait, c'était que c'était très comparable, en fait. Alors que c'était ce que dit un peu Alexandre, deux objets très différents. Oui. D'un côté, on a des textes plutôt historiques ou religieux, et de l'autre, un film. Et je trouvais ça fascinant comment tu parles beaucoup de devenir un peu un détective qui repère des indices, et que autant dans une série totalement fictionnelle et symbolique de David Lynch que dans l'histoire concrète qui s'est passée, tu fais ce même travail de détective, finalement. Écoute, j'aime beaucoup j'aimerais que ce soit vrai, en tout cas. Mais oui, si je m'identifie, mon modèle quand je travaille, c'est un peu les profilers, quoi. Il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que quand je suis chez moi, je commence à mettre des trucs un peu partout. Je tourne autour de mes documents, là, je trace des flèches entre les papiers. Je dis mais oui, mais c'est là, machin. Et puis j'essaye de rentrer dans une sorte de transe, quoi. Donc c'est ce type-là d'enquêteur, quoi. Donc c'est sûr que ça c'est l'influence de Lynch, c'est-à-dire que il y a une influence de Lynch qui dépasse de très loin simplement mon travail sur Lynch, quoi. Son cinéma, ses personnages, que ce soit Jeffrey Beaumont ou Dale Cooper, même d'une autre façon, Nikki Grace dans Inland Empire m'ont complètement mobilisé, quoi, motivé, quels que soient les risques de se perdre dans un autre monde, quoi, et de ne pas en revenir. Est-ce que toi aussi, tu te réveilles en disant il faut que je jette des cailloux sur des bouteilles et je trouverai la réponse. Mais je suis pas loin de faire ce genre de truc, en vrai. C'est vrai qu'il y a un peu cette idée, parce que moi aussi je l'ai vu, ça, c'est parler du cinéma comme on parlerait de l'histoire et parler de l'histoire comme on parlerait du cinéma. Oui. et je sais que tu aimes bien Jacques Rivette, parce que tu as parlé de Out One. Et il a une phrase qu'on répète souvent qui est que le cinéma, c'est aussi le documentaire de son tournage. Donc toujours n'importe quel film d'une fiction a toujours finalement... Il raconte quelque chose du réel, mais qui s'est passé devant une caméra. Ah oui, oui. Et est-ce qu'il y a aussi peut-être cette idée-là que n'importe quel objet que tu prends, finalement, tu parles de la réalité, quelque part ?
comme si elle était inévitable. C'est intéressant, ça. Hein. La réalité, c'est le truc que tu ne peux pas... comme, en fait, qu'on dit que quelqu'un est de son époque, mais quoi qu'il fasse, quoi. Une œuvre d'art, elle parle de son époque, qu'elle veuille ou non, quoi. Un cinéaste fait un film sur Jeanne d'Arc, il parle de son époque. Il fait un film sur la Révolution française, il parle de son époque. Ça aussi, il en parlait, Rivette, d'ailleurs, comme d'une banalité, quoi. Comme quand il parlait de Renoir et de son film sur la Révolution française, et il dit, bon, c'est une banalité de dire que c'est un film sur le Front populaire, mais enfin, bon, quand même, il faut voir quel type de film sur le Front populaire, à ce moment-là, il fait. Et bien sûr, Rivette, par ses films, par son imaginaire, mais aussi par ses entretiens et par ses articles, m'a aussi énormément influencé dans ce sens-là. Moi, pour moi, c'est quelqu'un auquel je reviens sans arrêt, quoi. Lynch et Rivette, oui. Mais tu fais un peu la même chose avec Twin Peaks, parce que ça me fait penser, on avait une discussion là-dessus hier, où dans ta vidéo sur Twin Peaks, tu analyses Twin Peaks à l'aune de ce qui t'arrive à toi dans ta vie, parce que à la fin, tu parles des incendies de Los Angeles, que Lynch n'a pas connu au moment de ça n'arrivait pas au moment du tournage, mais toi, tu le vois comme il y a le présent, ça dialogue. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a un truc que je crois que j'ai même pas cité dans cette vidéo, mais que m'a fait repérer une amie avec qui je corresponds sur Twin Peaks, qui m'envoie ses remarques sur quand elle revoit la saison 3, elle trouve plein de choses. Une fille qui s'appelle Lorraine, et Lorraine m'a fait remarquer que la femme à la bûche dit face caméra, fais attention, il y a du feu là où tu vas. Mais c'est comme si elle se disait à Lynch lui-même, fais attention, il y a du feu là où tu vas, quoi. Il est quand même mort partiellement des conséquences des incendies de Los Angeles, puisqu'il a dû être déplacé à cause des incendies de Los Angeles, et que on sait bien que dans des cas comme cela, ça accélère le processus de... Après, il est mort aussi des conséquences de l'absorption de tabac, puisque c'est ce qu'il avait, quoi. C'était un emphysbème, et donc c'est aussi tout ça, c'est des conséquences du feu, quoi. Lynch s'est mis sous sous l'influence du feu. On peut dire d'une façon ou d'une autre, il s'est mis sous l'influence du feu. Et ça a des conséquences bonnes et mauvaises, quoi. Sur un autre sujet, je trouve ça très intéressant que tu dises que tu es exégète et donc pas critique de cinéma, parce que, alors attends, je vais essayer de faire une explication claire. Pour moi, il y a un peu deux gros courants de la critique de cinéma. T'as la critique qui va plutôt observer, disons, les effets produits par le montage et l'agencement des composantes cinématographiques, et il y a la critique qui va plutôt regarder symboliquement ce qu'on voit dans le film et la rattacher à des choses qu'on va trouver dans le réel. Et moi, je trouve que tu t'inscris un petit peu dans ce courant, mais que tu le fais comme je l'avais pas vu fait, et que j'ai trouvé... C'est la première fois que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire, ce type d'analyse-là, parce que tu le fais de manière... tellement soutenue et tellement précise et tellement méthodologique que tu vas permettre de vraiment cadrer quelque chose que tout le monde peut ressentir devant un film. Tu montres que c'est valable en fait de partir de ces ressentis symboliques pour pouvoir en tirer des conclusions. Et ça m'a fait penser, je ne sais pas si tu connais l'auteur Grégoire Bouillet. Non. Qui a fait on m'en a parlé. La même chose dans Le syndrome de l'Orangerie. D'accord. Où il va dans l'Orangerie à Paris et il voit les nymphéas de Monet. Oui. Et il ressent un malaise il fait une crise de panique et il va mener une enquête pour comprendre pourquoi il a ressenti ça. Et lui, il faut que je le lise. C'est génial. Oui. Et vous faites la même chose tous les deux, c'est-à-dire que vous partez à partir d'affects ou de réflexions sur des choses que vous avez vues qui n'ont rien à voir avec l'œuvre et vous arrivez à les relier. Super. Écoute, si c'est ça que ça produit, je suis très content. J'aime beaucoup l'idée de donner un cadre, légitimement le pur ressenti. Ça, j'aime beaucoup. Parce que donner, en tout cas, du crédit à la sensation, c'est important. Il ne s'agit pas d'avoir une relation toujours rationnelle et objective aux choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on est les gros gugus qui font n'importe quoi. Mais ça veut dire qu'on se méfie aussi de tout ce qui implicitement assèche l'interprétation à partir du moment où on la fait rentrer dans un cadre qui n'est peut-être pas le cadre adéquat, qu'un cadre qui se veut scientifique. Et le cadre dit scientifique prend les objets comme des objets morts, en fait. Et donc, il y avait plusieurs choses
qui fait que j'ai pas voulu faire de critique. D'abord, ça je le dis de temps en temps, mais je le redis, ça fait pas de mal. Ça m'intéresse pas de dire aux gens si c'est bien ou si c'est pas bien. Si j'en parle, c'est que ça a un intérêt d'en parler. Point barre. Ça suffit. Donc, et donc je fais pas, sauf cas exceptionnel, d'analyse, donc d'exégèse, de choses que j'aime pas. Sauf cas exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Il faut vraiment que ça ait un sens par rapport à tout le reste et que ça s'inscrive presque comme dans l'histoire de France, quoi. Que ça soit un indépassable, qu'il va falloir y passer, etc. Parce que pour lire César... Voilà, exactement. Bon, voilà. Typiquement, voilà, la guerre des Gaules de César. On peut pas dire que ce soit mon livre préféré. Hein. Voilà, typiquement, bon, ça aurait pu être, je sais pas quoi, peut-être le livre d'un courtisan ou un machin comme ça, parce que ça avait un sens par rapport au pouvoir. Sans doute que si jamais j'arrive à me coltiner le mémorial de Sainte-Hélène, qui est quand même un très long livre, quelque chose de pareil pourrait se produire. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, on parle de choses qui ont vraiment, qui sont un peu des moments clés de la fabrication du réel, quoi. Mais d'une fabrication un peu artificielle, mais dans lequel on vit. Comme les statues, comme les noms de rues, comme tout ça, c'est partie de notre paysage. Il n'y a rien à faire, quoi. On peut pas l'ignorer. On peut pas. Tandis qu'il y a tellement de films que je peux voir que je trouve pas bons, mais quelle importance. Pourquoi faire de la peine, quoi. Quand un critique de cinéma écrit une mauvaise critique de film, à qui il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse au spectateur en disant n'y allez pas? Oui, alors bon, super, quoi. C'est quelqu'un qui essaye de décréter, c'est comme une maîtresse d'école ou un papa ou une maman qui dit ah non, dépense ton argent, c'est le meilleur truc quand même, c'est pas bien. Moi, je m'en fous, mais les gens qu'ils aillent voir une daube s'ils veulent, quoi. Enfin, quelle importance. Moi, ça compte pas pour moi. Est-ce que c'est pour dire à la personne qui l'a fait c'est pas bien? Donc on est quoi, un juge? On va passer. Enfin bon, pour toutes ces raisons, vous comprenez. Pour moi, c'est pas mon domaine, c'est pas mon truc. S'il y a des gens que ça fait kiffer d'écrire un papier fumasse parce qu'ils ont trouvé que le film il était pourri, good for them. Mais For us. vous faites ça beaucoup? Oh désolé. Bon, c'est comme ça. Ça nous arrive d'écrire sur des mauvais films, mais on comprend tout à fait. Non mais voilà, On c'est pas accepte c'est pas pour moi. Moi, je le fais pas, comment dire, comme pratique courante. Quoi, il pourrait sans doute m'arriver de le faire, mais voilà, ça serait un film qui aurait eu vraiment un impact. Quoi, je sais pas, ça serait peut-être un Cécile B2000 ou je sais pas quoi. Il y aurait une raison. Comme Rivette avec Capot. Oui, c'est vrai, mais Rivette faisait vraiment de la critique de cinéma. Il a écrit aussi sur des films qu'il aimait pas. Il a écrit pourquoi il trouvait ça pas bon. Hein. Ils ont tous fait ça, mais ils avaient une raison pour faire ça. Moi, j'ai pas. Je suis pas du tout à leur place, je suis pas à leur endroit, je suis pas à leur époque, je suis pas eux. Donc, je parle pour moi, quoi, et de là où je suis. Je trouve très, bien sûr, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les critiques de cinéma de Rivette. J'ai essayé de suivre son point de vue et sa recherche à ce moment-là, un moment où il pouvait pas encore faire de films. À partir du moment où il a fait des films, il a quasiment plus fait de critiques, quoi. Il en a fait pas très longtemps. Quasiment plus, il en a un peu parlé dans des entretiens, pas beaucoup. Pourtant, il continuait à avoir énormément de films, quoi, presque tous les films. C'était un boulimique de films, mais ça passait ailleurs. Et je pense que pour la plupart des gens de la nouvelle vague, c'était ça, quoi. Ça avait été un outil stratégique, la critique de cinéma, pour faire des films. Et donc, à ce moment-là, il y avait aussi une part d'injustice dans ce qu'ils faisaient, qui est un truc qui est inhérent à ce métier. Et ouais, on a compris. Mais pour aller dans ton sens, moi je me suis aussi longtemps tenu à l'écart de la critique parce qu'il y avait ce truc symbolique et moi j'y arrive pas. Trouver les symboles, trouver les résonances, moi c'est quelque chose que... Et vraiment quand je voyais des gens faire la critique, je disais mais moi je suis incapable de faire ce que vous faites et ça me bloquait. Et pour aller dans le sens de Ludie, moi je trouve que chez toi il y a quelque chose de l'ordre qui n'est pas... Des fois nommer c'est figé et des fois trouver les symboles c'est dire ce film veut dire ça et c'est fini. Je l'encapsule en tout cas dans une lecture. Et toi, au contraire, j'ai l'impression que c'est plutôt tu tires des lignes que nous, en tant on peut choper, on peut pas choper. Et c'est vrai que ça vient plutôt te nourrir ou plutôt que te dire non, Twin Peaks, c'est cette signification et c'est fini, c'est que ça. Alors que toi, c'est plutôt ça j'aime bien. Bon, ça me parle moins. Mais et c'est vrai que ça m'est arrivé après avoir vu tes vidéos d'aller faire mes propres recherches sur tel sujet parce que je dis
Le protestantisme, par exemple, ça m'a passionné. Il fallait faire mes recherches, tout ça. Et qui vraiment, j'ai rarement vu ça aussi. C'est pour ça que je trouve ça passionnant. Alors, tant mieux, parce que mon but est absolument pas, enfin, comment dire, à aucun moment, j'espère que ça ne donne l'impression de dire j'ai compris, c'est ça. Jamais, en tout cas, pour moi, j'ai pas compris et c'est pas ça. Je cherche. Je vais par là, ça m'intéresse. Montrez-moi en plus. Et puis si je me trompe, dites-le moi. Et ça m'intéresse aussi. De toute façon, pour les œuvres d'art, il me semble, par principe, que l'interprétation est ouverte. Comment dire, elle est totalement ouverte. Et ça sert à rien d'essayer de fermer des portes d'un truc qui a pas de porte. C'est le dehors, quoi. On ferme pas une porte au milieu du désert ou au milieu de l'océan, quoi. Donc c'est ça, c'est tout le truc qui se tente à vouloir rabattre une signification sur quelque chose me semble être complètement illusoire. Non seulement mal intentionné, mais illusoire. Ça m'intéresse pas, en tout cas. Donc oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que souvent, l'interprétation par symbole peut aller vers ça. C'est parce qu'en fait, elle ne fonctionne pas par symbole. C'est que ce n'est pas vraiment des symboles. C'est qu'elle fonctionne comme des allégories. C'est-à-dire qu'en gros, elle considère qu'une image possède une interprétation. Mettons par exemple, le lion, c'est le courage. Oui. Donc tous les lions dans tous les films, ça sera le courage. Sera le courage. Mais si le symbole, c'est-à-dire que le symbole du lion comprend le courage, mais aussi, je sais pas quoi, la démence sexuelle, et puis ça peut bouger, quoi. On va voir le lion de la bohémienne endormie, et donc c'est une image aussi du rêve, comme le cheval. Le cheval, ça peut être le rêve, ça peut être autre chose. Le cheval dans Twin Peaks, à mon avis, c'est pas le rêve. Mais vous voyez, mais pourtant, il ressemble au cheval du rêve de Fuseli, je crois, je sais plus. Enfin bref, souvent les gens l'ont rapproché de ça. Ouais, on a un rideau rouge, un cheval, on dit ça vient de là. Oui, non, son cheval de Twin Peaks, on ne sait pas ce que c'est. Il n'arrête pas de bouger. On le voit, d'abord, c'est les visions de Sarah, donc on l'associe à Sarah. Est-ce que c'est le cauchemar, le cheval blême, peut-être? Mais après, une fois qu'on arrive dans la saison 3, le cheval, c'est le blanc de l'œil et la ténèbre intérieure. C'est ce que nous dit le Woodman. Le cheval, c'est le white of the eye and dark within. C'est ça le cheval. C'est le blanc de l'œil et la ténèbre intérieure. Bon, tu vois que ça peut être beaucoup de choses, le cheval. Je pense que c'est pour ça aussi que moi j'aime beaucoup Twin Peaks, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on se rejoint sur David Lynch, parce que David Lynch a quelque chose, et ça m'a beaucoup surpris, parce qu'il est souvent présenté comme ce grand cinéaste symbolique, à chercher l'essence et tout ça. Mais il y a aussi quelque chose chez David Lynch, par exemple, dans Twin Peaks, son personnage, il crie. Et il parle très fort. Et tu peux analyser pourquoi il parle fort et tout ça, mais il y a aussi le fait qu'il parle fort, ça crée quelque chose dans le film. Oui. Ça vient, et tu peux juste regarder ça comme c'est quelqu'un qui parle fort, et ça vient, les gens ils sont à côté, c'est désagréable et tout. Donc je trouve qu'il n'y a pas, au-delà du symbole, tu peux juste apprécier ce truc-là en tant que blague ou en tant que truc physique. Et je trouve qu'il fait beaucoup ça, c'est que souvent ces symboles, c'est pas juste du symbolique, ou en tout cas juste des indices, il y a aussi une matérialité de ce qui se passe dans la série. Oui, c'est-à-dire, alors, et puis aussi, Lynch, naturellement, il parle très fort. Donc je pense que ça a dû jouer aussi. Parce que vous voyez très bien, Lynch, il parle pas tellement différemment de Gordon Cole, quoi. C'est à peine plus poussé. Puis dans la saison 3, il ressemble beaucoup, hein. Et puis il parle même plus si fort. Mais quoi, c'est quand même supposé être le mec qui parle fort, quoi. C'est relatif, tout ça. Et puis ça marche bien, la Gordon Cole comme exemple. On peut essayer de gloser et trouver 1000 interprétations de pourquoi il est sourd. Et on peut aussi juste rire quand il n'entend pas quelqu'un qui lui parle au téléphone, par exemple. Tout à fait. Oui, c'est toujours des espèces de trucs... on comprend ce qu'il croit comprendre, en plus. Enfin, on peut essayer de comprendre ce qu'il croit comprendre. Ça marche assez bien. Je n'aime pas du tout ce langage, colonel. Il y a ce truc un peu expérimental, mais au sens scientifique, je vais mettre un personnage qui parle fort et je vais voir comment
ça bouscule mon univers aussi. Ou comme dans la saison 3, quand Dale, il est apathique et les gens l'accompagnent. Oui. Mais il y a aussi ce truc d'expérimentation de qu'est-ce que ça fait si je mets ce personnage-là et comment les gens réagissent avec lui. Et puis, je trouve qu'il y a l'expérimental, mais scientifique presque, d'expérience. Alors, on peut le voir de plusieurs biais, le Cooper qui a perdu la mémoire de son être dans la saison 3. Il y a aussi quelque chose, alors qui va aussi dans une expérimentation, mais qui est sur le degré de frustration du spectateur qui attend qu'il se réveille, et ça dure très très longtemps. Et c'est quelque chose de... Parce que quand on voit... Comment ? Moi, c'est ça qui me fascine complètement avec la saison 3 de Twin Peaks, entre autres, hein, c'est que quand bien même Lynch n'est pas mort tout de suite après, elle a quand même un caractère testamentaire. Le caractère testamentaire, ça l'aurait sans doute eu beaucoup moins s'il avait fait d'autres films derrière, s'il avait fait la série pour Netflix. Mais dedans, il prend quand même le temps de rendre hommage à tous les acteurs disparus de Twin Peaks, importants pour lui en tout cas, qui sont les dédicataires des épisodes, qui réapparaissent de plus par les effets spéciaux à l'intérieur de la série. Donc Don Davis du Major Briggs, Frank Silva, Bob, Jack Nance, Pete. Il y a ceux qui meurent après le tournage. David Bowie, évidemment, Philip Jeffries, les disparus, ceux qui sont déjà disparus, ceux qui disparaissent après le tournage. Première, c'est Catherine Coulson, la femme à la bûche, mais aussi Albert Rosenfeld, Sheriff Frank Truman, bel acteur américain. Harry Dickinson. Non, c'est pas Harry Goz, tu pensais ? Ça, c'est Andy. Frank Truman, c'est celui qui joue aussi dans Jackie Brown et... dans Mulholland Drive et tout ça. Bref, je sais plus comment il s'appelle. Lui aussi, il est mort peu de temps après. Enfin, il y en a 4 ou 5. Et eux aussi, ils ont quand ils sont morts assez vite, quoi, avant la diffusion, ils ont aussi leurs épisodes dédicacés. Bon, la femme à la bûche, elle meurt carrément pendant. Donc, c'est une série sérieuse. Et pour autant, elle fait des choses qui semblent être quelque chose comme presque une mauvaise blague cosmique, si on la voyait comme ça. De dire, attends, tu as l'occasion de revoir Dale Cooper. Et en fait, au lieu de ça, tu nous le montres dans cette espèce d'état second pendant 15 épisodes de ta putain de série. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? C'est extrêmement choquant. Mais c'est ça la force. Mm-hmm. C'est la force absolue, ce truc-là. Et en effet, il y a quelque chose d'unique, une expérience unique, bien plus forte, en fait. On se dit, on regrette, parce qu'on se dit, on aurait eu Cooper tout de suite, et puis alors vas-y, que les énigmes, elles se résolvent vite, et puis on avance, et puis tagada, et on résout les trucs. Ah oui, mais là, tu te retrouves avec Doogie. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En même temps, il y a quelque chose qui se produit de l'attente du spectateur qui devient extrêmement réceptif aux signes. Parce qu'en fait, Cooper ne voit que les signes de son existence passée qui sont perdus au milieu d'un monde qui ne lui ressemble plus du tout. Donc quand il voit Sycomore écrit, quand il entend « You can go now », quand il voit sa clé, quand il voit des chaussures rouges, quand il voit même le drapeau américain, la statue avec une arme, les trucs se remettent un peu en place. Il n'arrive pas à savoir de quoi ça lui parle, quoi. Et on est là dans cette espèce de Las Vegas qui ressemble même pas à Las Vegas, qui ressemble à une espèce de ville nouvelle, enfin un quartier résidentiel, toutes ces maisons préfabriquées absolument atroces qui auraient pu être n'importe où dans le monde, identiques, mais avec les noms des personnages de la quête du Graal qui forment les noms des rues. Ce truc, mais qui est d'une bizarrerie mais absolue, mais qui crée un état pour le spectateur de panique, quoi. Qui est là, on est dans un état d'attente soutenu. On est beaucoup plus... comment dire, le désir du spectateur d'agir sur ce qu'il voit est accru. À ce moment-là, il est comme Philippe Gérard, Mike, à dire « réveille-toi !» Et c'est comme si ça crée les conditions pour un espèce de spectateur hurlant devant son image pour qu'elle bouge, pour qu'elle change. C'est quelque chose d'unique, absolument unique. Et moi, j'aimais beaucoup cette interprétation que tu avais, je crois, dans ton livre 3 essais sur Twin Peaks, où tu disais que
c'était peut-être une bonne chose que Twin Peaks n'ait pas été renouvelé ou que ça ait marché. Oui. Et que c'est peut-être ça qui a permis de faire cette saison 3 qui est vraiment unique dans ce qu'on peut faire dans les suites de séries télé. Où justement, Oui. il vient casser ces attentes de retrouver bien confortablement son univers et son personnage pour nous éveiller. Ah oui. Surtout que ça s'inscrit dans une tendance du cinéma américain quand la saison 3 sort, où Ah oui. il y a eu Star Wars qui a refait, il y a eu Jurassic Park qui a refait, ou tous les... X-Files. X-Files qui a été Le refait. scandale. Et Scandale. il y a vraiment dans ce truc de... Moi, je me suis mis à la place de Oui. quelqu'un qui a attendu 25 ans Ouais. et qui se retrouve avec Doogie. Oui. Et ça doit être... Ah, mais en fait, ça, c'est très clair que c'était un acte très audacieux. Hein. C'est-à-dire que... et ça l'a fait quand même. C'est-à-dire que les gens, ils sont retrouvés par rapport à cette saison 3. Mais, comment dire, ils ont dû faire un effort pour s'y retrouver. Cette saison 3, elle nous a fait changer de perspective, vraiment. Elle nous a déplacés, quoi. Elle nous a fait grandir, elle nous a fait bouger autant que le premier Twin Peaks. C'est-à-dire que c'est unique, en effet, 25 ans plus tard, de reprendre un vieux truc devenu mythique, sans donner dans le fanservice, sans donner dans la nostalgie de con, sans faire comme si, en gros, ce qui à l'époque, en fait, était supposé être cool que pour les gens qui n'avaient pas compris de quoi ça parlait, on va redire que c'est cool, quoi. Non, ça va pas. Là, on a pris le truc vraiment au sérieux. Et en fait, les quelques moments de pure nostalgie sont purs. C'est-à-dire le moment où Bobby voit la photo de Laura et on entend la musique de Laura Palmer et qui se met à pleurer, ce moment, on pleure avec lui. Là, on a des vraies larmes. On n'a pas entendu de musique pendant 3 épisodes. Quasiment pas, quoi. Que des espèces de vagues drones, des petits machins, comment dire, il a coupé un petit bout de la musique de la Black Lodge, il l'a redoublé comme ça et ça fait juste un... Et là, d'un coup... Et là, ok. Mais c'est très partiel. Bref. Je peux vous me lancer sur Twin Peaks. Ouais, c'est un tunnel, hein, désolé. Pour revenir nous aussi, sur... oui, c'est passionnant comme série. Mais pour revenir un peu sur l'Empire n'a jamais pris fin, Oui. il y avait, on parlait un peu donc, au début de cette idée de rapport réel, narration, et on vit dans une époque où la vérité est mise à mal. Très souvent, on a parlé de post-vérité, Oui. Trump parlait d'alternative fact. En tout cas, ça a vraiment irrigué tout le monde. Oui, c'est fake news. Oui, les fake news également. Et ça nous a fait penser comment toi tu gères, parce qu'avec l'exégèse, tu joues aussi avec la vérité, tu joues avec le réel. Comment tu gères cette tension et avec justement ce contexte. Ouais, ce contexte, cette époque qui déteste la vérité. De toute façon, il y a bien une raison pour laquelle on a commencé l'Empire n'a jamais pris fin à Blast. C'était parce que, en tout cas moi c'était ma raison, mais je pense que si Mathias, Améliès et les autres m'ont suivi, c'est parce qu'on n'en pouvait plus du retour du roman national, quoi. Vraiment, on en avait soupé. Mais en plus, c'est marrant parce que le roman national, c'est un vieux truc français, etc. Mais là, ce qui s'est joué ces dernières années avec CNews, Zemmour, Philippe de Villiers, etc., c'est un roman national à l'américaine. Il faut pas se leurrer, Zemmour ou de Villiers, c'est des Américains mentaux de première catégorie, quoi, catégorie A. Même la manière de parler, la manière de penser, la manière de, leur manière d'être français, une manière à l'américaine d'être français. C'est, moi j'aime la France, quoi qu'il arrive, c'est la France, je prends tout, etc. Napoléon, toutes ces conneries, quoi. Enfin, je veux dire, il y a aucune consistance dans leur manière de l'être, quoi, à part faire les coqs et cracher à la gueule des pauvres, quoi, et des nouveaux arrivants. Donc, ce truc-là qui était un machin absolument abject, quoi, absolument insupportable, il fallait trouver une manière de produire un contrepoison, quoi. En gros, c'était comment produire un contrepoison, et parce que ça me passionnait. Et puis ça faisait des années que ça me tournait dans la tête, quoi, que je caressais vaguement l'idée. Alors, c'est mêlé à ça d'autres obsessions, celle des gnostiques, et puis aussi
une enquête, mais là que je fais depuis très très longtemps sur la parole des poètes dits maudits, quoi. Enfin, des poètes de Nerval, Rimbaud, Artaud, Desnos, etc., dont j'essaye de tirer les conséquences de leurs intuitions, quoi. Voir comment on pourrait, alors qu'on considère que c'est souvent on considère souvent que c'est des paroles très irrationnelles qu'ils ont prononcées, essayer d'attester la pertinence de leurs paroles dites irrationnelles. Souvent, c'est des gens qui ont fraye avec la folie, enfin pour Nerval ou Artaud. Oui, voilà. Donc c'est par rapport à ça qu'on les aborde en général, et donc on a tendance à minimiser le degré de pertinence visionnaire de ce qu'ils ont dit. Et comme ils ont souvent convoqué l'histoire, l'air de rien, moi c'est souvent aussi des passages dans des textes de Nerval qui vont m'amener à vouloir explorer telle partie de l'histoire de France. Parce que je me suis aperçu à un moment que je ne pouvais pas les comprendre si je connaissais pas le fond historique, que lui-même l'ait connu complètement ou non d'ailleurs, puisqu'il pointait quelque chose. Je vous donne un exemple, je ne veux pas non plus faire de trop longs tunnels, mais il y a ce passage dans Les Filles du Feu, dans Angélique, où Nerval, qui veut aller voir la tombe de Rousseau à Ermenonville. Et donc il retourne dans l'Île-de-France, dans la région de l'Oise, quoi, et il traverse la région de l'Oise avec un paysan qui doit l'amener à Ermenonville. Et ils arrivent, je crois c'est vers Senlis, il y a une ruine, et le paysan lui dit c'était le château de la Belle Gabrielle, et là tous les soirs Jean-Jacques venait jouer de la guitare, si bien qu'un jour le roi, qui était jaloux, l'a fait exécuter. Bon, alors on mélange des époques complètement différentes. Gabriel d'Estrées, Henri IV, Jean-Jacques Rousseau. Il y a 2 siècles qui les séparent. Jean-Jacques Rousseau, il n'a pas été tué par le roi, etc., etc. Et Nerval qui dit « Il y a plus de logique qu'il n'en apparaît dans la parole du paysan. Jean-Jacques Rousseau, en refusant la pension du roi, a ruiné tout l'édifice. Il demeure seul vivant au milieu des ruines. » Et donc là, je me dis, bon, alors là, il fait un raccourci énorme. Ce raccourci, il faut que je le déploie, que je le comprenne. Dans un premier temps, j'avais bien compris le truc de Rousseau refuse la pension du roi, et que ça, en gros, ça ringardise le principe de mécénat royal. Tu vois, Rousseau va réussir à devenir un auteur, un écrivain libre, sans dépendre de la pension du roi. Il emmerde le roi, il emmerde ses petits copains de l'encyclopédie qui rêvent que de ça, à avoir les puissants qui leur filent du blé et qui les invitent à la cour, et Catherine II et Frédéric II, et je sais pas, toutes les crapules là, qui disent « Oh, c'est bien intéressant toutes vos idées, moi vous savez, je suis un homme cultivé, etc. » Eux, ils adorent. Et lui qui est dégoûté, qui fait ça autrement. Et en fait, ce truc-là qui contribue très évidemment à décrédibiliser définitivement le règne, le pouvoir royal. Ça, j'avais compris. Mais ce que je ne comprenais pas, c'était Gabriel. Et il a fallu que j'aille comprendre quelle était l'histoire de Gabriel d'Estrées avec Henri IV, qu'on présentait comme le grand amour d'Henri IV. Comprendre, alors, c'était pas Jean-Jacques Rousseau, mais qu'elle avait en effet un amoureux, qu'il était jaloux de cet amoureux. Alors, il n'a pas tué l'amoureux, mais il l'a quand même bien menacé, et à 2 reprises, pour que qu'il se casse et qu'elle soit à lui, et qu'à ce moment-là, on comprenne ce que c'est que d'être le grand amour du roi, c'est-à-dire que tu n'as juste pas le choix. Donc, c'est tout sauf une image romantique, et tous les cons, mais de fanas de rois débiles, là, dont Bayrou avec son Henri IV. Mais qu'est-ce que c'est con, son livre, là, Le Roi libre, oh là là. Oui, libre, lui, il est libre. Et Gabrielle, elle est libre, pauvre con. Donc, même, il faut être 2 dans cette histoire, quoi. Pas tout seul, quoi. Non, mais vous comprenez. Donc tout ça, il fallait déplier. C'est que des choses comme ça, quoi. Ça semble rien, et en même temps, c'est pas rien. Parce que Henri IV, il a de nouveau été reconvoqué et à foison par cet imbécile de Bayrou quand il est devenu Premier ministre. Première chose dont il a parlé, Henri IV, mon meilleur ami, je sais pas quoi, Henri IV, qui a réussi à réconcilier les 2 France. Vas-y, travaille Bayrou à réconcilier. Réconcilie-toi déjà avec ton propre passé, ça va être pas mal. T'as déjà du boulot. C'est vrai. Et moi, je vais tisser un lien entre Twin Peaks et L'Empire n'a jamais pris fin, Oui. parce que cette idée de refaire un roman national, ça m'a fait penser à la citation de David Lynch de « Nous sommes comme le rêveur qui rêve et se met à vivre à l'intérieur de son rêve ». Toi, j'ai l'impression que ton projet, c'est vraiment de nous proposer un monde dans lequel nous, on
pourra vivre, en tout cas à interpréter. Oui. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure un peu de ça, mais au début de tes vidéos, tu dis, ou à la fin, je sais plus, tu dis si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. Oui. Et tu dis ça un peu comme un défi à tes détracteurs. Oui, et moi, j'ai un peu l'impression que c'est à tout le monde que tu dis ça. Faites chacun votre histoire de France. Oui, c'est ça, tout à fait. Et allez chercher les signes vous-même, vos signes à vous. Tout à fait d'accord. Mais bien sûr, c'est ça. Alors, en fait, l'idée, c'était... Parce que ça, c'est mon histoire de France. Bien sûr, elle n'a pas vocation d'être celle qu'on va enseigner à l'école, mais à aucun moment ça se présente comme tel. C'est une proposition, c'est comme le voyage de, comment dire, la façon dont Nerval traverse l'Oise et va chercher tombeau de Rousseau à Ermenonville. C'est les rapprochements à ce moment-là que fait Nerval. Moi, il me parle. Donc ceux-là, je me les réapproprie, mais il en fait d'autres et je me les réapproprie pas. Faut comment dire, c'est ça semble complètement bizarre de dire ça, mais quoi, c'est l'Empire Gébriffin, c'est quelque chose de littéraire, quoi. Vous comprenez ? C'est un travail littéraire. En même temps, c'est une sorte de travail littéraire. C'est bizarre, c'est des vidéos, c'est des vidéos qui parlent d'histoire, mais on comprend bien l'idée. C'est des systèmes d'association. Philippe Cadic et sa phrase l'Empire n'a jamais pris fin, avec l'histoire de la façon dont l'Empire romain s'est installé et puis s'est métamorphosé dans l'Église catholique. C'est un système d'association. Et à partir de ces systèmes d'association, ce que tu dis, moi ça me parle beaucoup. Oui, c'est une sorte de, je décris mon rêve. Je décris mon rêve, qui est un rêve d'ailleurs on peut vivre ou pas vivre, je sais pas, mais quoi, je décris mon histoire, je décris ma manière d'avoir relu l'histoire de France. Et de ça, on prend ce qu'on veut, on en laisse le reste. Une partie est purement interprétative pure, une partie se veut un peu enquête aussi, parce que par exemple, quand il s'agit de Robespierre au comité de salut public, vu qu'il y a une espèce d'image construite absolue de Robespierre, le tyran, le dictateur, le machin, il faut la détricoter. Donc là, il y a une part d'enquête quand même pour essayer de dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, comment ça marche. C'est un comité de 12, il a un pouvoir, 12 c'est un dictateur, et puis on va voir, même si j'ai ma petite idée, quoi, mais on va voir concrètement sur pièce, mais sinon par d'autres moments c'est des purs sauts, quoi. Moi ce qui m'intéresse c'est un voyage, quoi, et je sais pas, d'ailleurs il me reste encore 1 an à la faire et d'arriver jusqu'à aujourd'hui, je sais, si j'arrive en un seul morceau, quoi, je sais pas ce que ça sera, quoi. Moi, ça me fait beaucoup penser aussi à ce que l'autrice Sandra Lucbert, elle dit quand elle parle de la littérature comme d'un autre régime de pensée à côté de celui des sciences sociales. Oui. Et j'avais un peu compris en lisant ces textes plus littéraires, mais je pense que je le comprends autrement avec ce que tu dis là. Où en fait, j'aime beaucoup l'idée que tu as ton propre réseau de symboles et d'associations. Tu vas y tirer les conclusions et on va nous en sortir avec une compréhension autre de faits qu'on n'avait pas reçus comme ça juste à présent. Oui, c'est un truc en plus. Vous en faites ce que vous voulez, quoi. Si ça résonne pour vous, vous pouvez en tirer un fil et voir où il vous emmènera. Si ça résonne pas, faut le laisser. Et puis si vraiment il y a un problème, faut me le dire. Et dis donc là, tu commences à nous faire chier avec ton machin là, tu tournes en rond. Il faut me le dire. Mais c'est ça, c'est des propositions, quoi. Je comprends ce qu'elle dit. Elle dit que c'est un autre régime de vérité, c'est ça. De pensée. On peut penser le monde autrement que les sciences sociales, mais oui, elle a raison. Les choses. Mais évidemment qu'elle a raison. Évidemment qu'elle a raison. Mais bien sûr. Mais sinon ça sert à rien, quoi. Je veux dire, sinon c'est de la décoration, quoi, la littérature. Sinon c'est du divertissement. Mais ça doit aussi être divertissant. C'est là où, comment dire, il y a comme la musique, quoi. Il y a une pensée de la soul, il y a une pensée du rythme, il y a une pensée du groove, il y a une pensée de la mélodie. Et en termes d'opération en tant que telle, l'écriture est plus proche de ça, mais on peut lui accorder aussi les mêmes possibilités heuristiques. Pour rebondir sur Lucbert, elle parle de Marx, où elle dit Marx, certes c'était une révolution scientifique, mais il y avait aussi le style de Marx qui a rendu visible en fait ce qu'il disait. Ouais. Et ça me fait penser à une citation de Godard où il disait, quand il parle de Solzhenitsyn, il dit on savait qu'il y avait des goulags, mais c'est Solzhenitsyn nous l'a rendu visible par le style. C'est parce que lui, il en parle avec son style à lui que ça devient visible. Oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qui rend visible ? Oui, c'est vraiment intéressant. Il y a un moment où c'est incarné, quoi. Il y a un moment où ça prend forme. Quelque chose qui était
qui était intuitivement présent devient autrement visible. C'est très intéressant. Alors, et pour ce qui est de la première partie de ce que tu dis avec Marx, bien sûr, il y a une part aussi chez Marx d'écrivains et d'écrivains polémiques extrêmement drôles, extrêmement méchants, avec une très grande agressivité, très surprenant par rapport à le côté scientifique quoi, de la démarche. Les deux vont ensemble. Bien sûr qu'on peut aussi le lire pour le plaisir littéraire. Alors, c'est sûr qu'il y a des pages du Capital où le plaisir littéraire est moindre, c'est des longues citations d'économistes, faut se les coltiner, mais sinon il y a bien sûr sur ces textes plus journalistiques, ça semble évident ce truc-là, ou plus polémique quoi. Le manifeste, c'est le manifeste c'est extraordinairement écrit. Je suis d'accord, c'est indubitable. Et même, on peut dire de ça des écrivains de la Révolution, hein, Robespierre ou Marat, c'est étonnant, et Saint-Just, mais le style de Saint-Just, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu plus d'approche littéraire, mais c'est parce qu'ils ont été soumis à une telle, omerta, on a tellement recouvert d'un bocal l'ensemble de ce qu'ils ont été faits, etc., et encore pour Robespierre ou pour Saint-Just, ça a commencé. Pour Marat, on l'attend encore. J'en profite pour remercier l'accueil que j'ai eu ici à Neuchâtel, parce que je suis arrivé à Neuchâtel et Quentin m'a amené à ce moment-là, m'a amené à Boudry, la terre natale de Marat, qui est donc à 20 minutes en tram d'ici. J'ai vu la maison de Marat et un musée où il y avait des choses liées à Marat. J'étais très heureux. Bah oui, j'étais heureux. Même si le musée, alors c'est drôle parce que j'en ai parlé avec le type qui le gardait, c'était pas lui qui avait fait les panneaux, et il m'a dit que ça l'avait choqué aussi. On est quand même, les panneaux parlent plus de Charlotte Corday que de Marat. Mais ça, c'est parce que la légende de Noir de Marat, c'est tellement implanté qu'elle s'est implantée jusque dans sa terre natale. Et donc, l'idée que Charlotte Corday a épargné la France de 100 000 morts en tuant Marat, l'idée complètement absurde. La police préventive, quoi, la police préventive de Charlotte Corday, la frappe préventive de Charlotte Corday, cette folie de l'histoire réussit quand même à s'inviter encore aujourd'hui, quoi. Minority Report et on retombe sur Cadic. Oui, tout à fait. Exactement. C'est truc dickien, quoi. On l'a tué pour éviter plein de morts. D'un homme qui avait quand même strictement aucun pouvoir de faire des morts. Hein. Mais ça, on l'oublie volontiers. Moi, je voulais mentionner encore un truc que je trouve assez génial parce qu'on a beaucoup parlé justement du style et que peut-être que tu en as conscience ou pas, mais je trouve que tu as vraiment créé un style cinématographique propre où c'était la première fois où je voyais quelqu'un conter de l'histoire devant une caméra et que je trouvais que c'était passionnant. Alors, je suis pas le premier. T'es pas le premier, je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas la première fois où je sais que par exemple Soderbergh a fait un film un peu dans le style qui s'appelle Grey's Anatomy, mais je trouve que la manière dont tu l'as fait, avec ce que tu as toi comme composante propre, qui sont ta capacité d'écrire aussi, parce que tu es un écrivain, et donc ta façon de raconter, t'as vraiment une aura de conteur, je trouve, quand tu parles. Je te remercie. Et je trouve que vu qu'on est dans il y a un Suisse qui faisait beaucoup ça. C'était un Français mais qui vivait chez vous à Neuchâtel, c'était Guillemin. Oui, en fait, ça. Moi il y a deux types que j'ai pompés au niveau du style, hein, justement pour ça. Moi je l'ai fait à ma manière. Mais c'est Alain Decaux qui était à la télé française et Henri Guillemin qui était à la télé suisse. Alain Decaux, il est un peu plus lent et Guillemin il est un peu plus rapide. Alain Decaux, il a tendance à beaucoup camper les événements. Et Guillemin, il a tendance à les fuiter très vite. À aller comme ça. Tandis que Decaux, il s'appesantit, il te fait rentrer dedans, t'as l'impression d'être dans la pièce. Et Guillemin, t'as l'impression de suivre le truc staccato. Mais ils ont exactement le même style que j'ai piqué, hein, le mec derrière le bureau, hein, comme ça, le type assis derrière le bureau et qui parle devant la caméra, quoi. Alors, on l'a modernisé, évidemment. L'idée, c'était d'utiliser un peu cette forme initiale, mais de lui donner quelque chose de psychédélique, quoi. Qu'on
convoqué beaucoup. Ça, c'était mes petites fétiches à moi. Bon, Twin Peaks, Buffy, Zappa, les Beatles, Prince, etc. Mais surtout, donc Améiès, lui, avec toute sa culture picturale, donc de convoquer beaucoup de tableaux, de mettre énormément d'art en illustration, et Mathias beaucoup de petits mèmes comiques qui rythment le truc, des Macron inattendus, des trucs comme ça, de jouer des Sarkozy, des machins qui viennent faire les cons, qui viennent dire leurs bêtises. Il y aurait une thèse à faire sur l'influence de Guillemin sur YouTube français, je crois. Voilà, c'est ça. Tout Parce à que fait. Usul aussi en parlait, je crois, de Guillemin. Oui, ça m'étonne pas. En fait, il a eu une influence énorme, Guillemin, mais récente. C'est une influence gilet jaune, en fait. C'est vraiment Guillemin, c'est le mec qui regardait les gilets jaunes, quoi. C'est étonnant. C'est étonnant l'effet Guillemin. Decaux, beaucoup moins. On regarde d'ailleurs les vues sur YouTube des Decaux ou des Guillemin. Mais moi, Decaux, c'est mon enfance. Moi, je voyais ça à la télé quand j'étais enfant, ça m'impressionnait beaucoup. C'était un peu le seul d'être comme ça, Il était sur fond noir, derrière son bureau, il racontait. Et ce jour-là, Bonaparte ne sait pas encore qu'il va. Et pourtant. Vous voyez, c'était ça un peu. Je pense que ce sera la fin de cette entrevue. Okay. On doit s'arrêter, malheureusement. Il faut s'arrêter. Tu es un homme occupé aujourd'hui. Je sais pas, c'est maintenant, j'ai un autre truc, c'est ça. Donc, merci beaucoup Merci. pour ta générosité. De rien, mais vraiment avec joie. Et moi, je me mets comme objectif un jour de faire une critique cinématographique de l'Empire n'a jamais pris fin. Génial. Moi, je veux voir ça. Je pense qu'il y a des choses à dire. Est-ce que tu recommandes ou tu recommandes pas? Je recommande. Bah oui. Ce sera une critique positive. On en fait aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci, les amis. Et bonne journée. Bonne journée et à la prochaine. À la prochaine. We're like the dreamer. Dreams and then lives inside a dream.